Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvézier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. On doit bien se connaître soi pour pouvoir être à l'écoute des autres. C'est indispensable. Enfin, à mes yeux, c'est indispensable. Cécile est pédopsychiatre dans un institut médico-éducatif. C'est un métier difficile parce que, comme elle l'explique, elle côtoie ce que la société n'aime pas montrer. La misère, la maltraitance, la souffrance. Pourtant, on ne retient de cette conversation que la passion qui anime Cécile depuis ses études de médecine. Elle nous dit combien la pédopsychiatrie a évolué depuis qu'elle l'a apprise à la faculté. Elle explique aussi qu'il faut se faire confiance et apprendre à faire le ménage dans ses émotions pour soigner l'autre. Son métier requiert une vaste palette de compétences comportementales, qui va de l'écoute à l'humour, en passant par la curiosité, l'humilité, l'empathie et la capacité à apprendre. Un immense merci à Cécile d'avoir pris le temps de nous immerger dans ce métier recherché et en pleine évolution, où les soft skills sont essentiels. Bonne écoute! Bonjour Cécile. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vais commencer par une question très simple. Quel est votre métier ? Alors mon métier, c'est une spécialité de la psychiatrie. Je suis psychiatre pour enfants et ça se prénomme pédopsychiatre. Voilà. Vous exercez en libéral ? Non, en salarié. D'accord. Dans un centre ou dans un hôpital ? Actuellement dans un centre, un institut médico-éducatif. Et j'ai travaillé beaucoup à l'hôpital auparavant. Vous me disiez l'autre jour que vous n'avez pas toujours exercé ce métier et que vous avez eu une parenthèse professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, j'ai fait une parenthèse il y a quelques années, pendant environ 5 ans, où j'ai souhaité me remettre à une médecine, on dira, plus physique. Et j'ai étudié l'ostéopathie à Paris et j'ai exercé dans un cabinet pendant quelques années. Voilà, je faisais un mi-temps ostéopathe et un mi-temps pédopsychiatre. Et là, j'étais en libéral. Et j'imagine que les deux disciplines se complètent ou se rejoignent à un moment ? Dans l'écoute, elles se rejoignent. C'est l'écoute du corps et on va dire que voilà, c'est l'écoute du corps et c'est l'écoute de la pensée. Mmh. Donc ça, il y a quelque chose de similaire. Après, elles sont complémentaires, bien évidemment, parce que en tant que pédopsychiatre ou psychiatre, on n'est pas dans une relation proche avec le patient. On les touche pas, par exemple, alors que dans l'ostéopathie, on est dans une relation directe, sensorielle, puisque c'est les mains qui écoutent le corps, quoi. Donc, c'était très complémentaire. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. Est-ce que vous utilisez toujours l'ostéopathie ou ce que vous avez appris durant cette pratique-là dans votre... Alors, je l'utilise pour moi et mes proches par moment. C'est vrai que c'est comme de l'artisanat, quand on pratique pas suffisamment, on perd. On perd la sensation, on perd le geste, donc ou comme un instrument de musique d'ailleurs, quand on arrête de pratiquer, on perd, donc ça c'est bon. Mais j'ai beaucoup appris sur la sensation, l'intégration dans le cerveau des sensations. Et parallèlement à mon métier, je pratique le chant. Et j'ai fait un très gros travail là-dessus au niveau du chant, d'ailleurs. Voilà. C'est une expérience qui m'a beaucoup enrichie. Donc vous disiez que vous êtes psychiatre pour enfants. Quel profil de patient êtes-vous amené à recevoir ? Alors comme moi, j'ai toujours travaillé en tant que salarié dans des structures sanitaires. J'ai rencontré des enfants en très grande difficulté. Psychiatrique et sociale. Et d'ailleurs, j'ai fait ma carrière en psychiatrie sociale, c'est-à-dire des enfants qui étaient très carencés éducativement, très carencés économiquement, en stimulation intellectuelle aussi. Donc des enfants qui ne pouvaient pas exprimer d'ailleurs tout de suite une relation d'aide ou une demande d'aide. Hein. Mmh.
en sachant que j'ai soigné beaucoup d'enfants, mais beaucoup de mamans aussi, parce que j'avais fait une spécialité, entre autres, en périnatalité. D'accord. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi en maternité, en pédiatrie, en consultation gynéco-sida. Donc j'ai écouté beaucoup de mamans, voilà. Donc j'ai eu un public très large, parce que l'enfant, ça va de 0 à 18 ans. Ouais. Donc des nourrissons aux grands adolescents. Mmh. Et puis on soigne l'enfant et son environnement. Donc on écoute aussi beaucoup les parents, les grands-parents, la famille, quoi. Et l'environnement social, pédagogique, voilà. Donc en fin de compte, on a un peu un médecin traitant de l'enfant. Mmh. Et de tout son entourage, c'est ça? Voilà, et de tout son entourage, exactement. Okay. Ma question est sans doute très large, mais quel type de pathologie vous êtes amené à traiter? Oui, c'est très large. Alors, ça va. Oui, c'est très très large. Alors, actuellement, on va se centrer sur ce que je fais actuellement. Actuellement, je soigne des enfants qui sont déficients, qui ont une déficience intellectuelle. Ils peuvent avoir des pathologies d'autisme, des pathologies d'échec des apprentissages pour d'autres raisons, neurologiques, génétiques. Et ils peuvent aussi avoir des troubles du comportement secondaires à des grosses carences affectives, sociales et éducatives. Après, j'ai soigné aussi des jeunes qui avaient des pathologies psychiatriques au sens strict du terme plus importantes. Et quand j'étais en pédiatrie et aussi en périnatalité, il y avait des formes de dépression du nourrisson, des dépressions maternelles, des désinteractions entre le parent et l'enfant. Et là, c'est une psychiatrie très différente, parce qu'on est dans l'observation. On imagine que la psychiatrie, on parle beaucoup. Et ben, dans la pédopsychiatrie, on n'est pas obligé de parler, on observe beaucoup. Mmh. C'est presque de l'éthologie. On observe énormément les interactions, la communication non verbale, les ajustements posturaux. On observe aussi ce que ça nous fait à nous d'observer une relation entre une mère et son enfant. Et les sensations qu'on ressent nous aident à comprendre aussi ce qui se passe. Mmh. Donc c'est en cela, d'ailleurs, j'en parlais dernièrement, que l'ostéopathie m'a aussi beaucoup enrichi, parce que c'est de l'observation. Ouais. On fait beaucoup d'observations cliniques en psychiatrie de l'enfant, énormément. Donc j'imagine que c'est du soin long, c'est ça? Vous voyez les enfants pendant plusieurs séances, plusieurs mois, voire plus longtemps? Alors, dans l'institut où je travaille, les enfants restent quelquefois placés pendant des années. Ah oui, donc ça, j'ai le temps de les observer. Ouais. Et surtout de m'enrichir des observations des différents professionnels qui n'ont pas toutes, je dirais, les mêmes lunettes d'observation. Et donc, ces visions différentes donnent une vision globale, quoi, de l'enfant. Parce que les enfants, souvent, comme tous les êtres humains, sont disharmoniques. C'est-à-dire qu'ils ont des compétences et des autres domaines où c'est plus difficile, soit à apprendre, soit à penser. Et souvent, la plupart du temps, ils sont disharmoniques. Et en évoluant, on essaye de rendre, on va dire, un profil d'évolution plus harmonique, quoi. C'est le soin, d'ailleurs, c'est l'objectif du soin. Oui, justement, l'objectif, c'est un peu la question que j'avais derrière, c'est de les faire vivre en société, c'est ça, de les rendre autonomes, ça dépend peut-être? Alors oui, l'autonomie est demandée par la société, parce que je crois que c'est très difficile. L'handicap dans la société est un vaste sujet, donc plus on est autonome et plus c'est facile de vivre. Et l'autonomie n'est pas forcément une source d'intelligence, d'ailleurs, parce qu'on a des enfants ou des grands adolescents qui ont une déficience harmonieuse, mais qui peuvent acquérir une certaine autonomie sociale. D'ailleurs, un certain conditionnement, on va dire, comme social, qu'on apprend. On appelle ça aussi les habiletés sociales, et ça s'apprend. Ensuite, le premier objectif quand même, c'est l'apaisement et la diminution de la souffrance, parce que de ne pas pouvoir penser ou d'être terriblement angoissé ou d'imaginer qu'il y a des choses qui nous persécutent, quand c'est le cas dans des délires, ça fait souffrir. Et l'angoisse est dévastatrice. Donc le soin premier est surtout l'apaisement psychique. Et l'apaisement psychique va après avec la capacité à pouvoir se concentrer sur soi, à être attentif et pouvoir apprendre. Parce que quand on est envahi par des angoisses, on ne peut pas apprendre. On n'est pas disponible pour apprendre. Donc il faut d'abord être apaisé pour pouvoir apprendre. Vous parliez du personnel qui travaille dans l'institut où vous travaillez. Quelle nature de personnes êtes-vous amené à fréquenter? Vous parliez des familles, en gros, dans une semaine type, si ça existe. Vous voyez les patients, mais vous voyez plein d'autres choses. Alors les familles, on les voit
pas si souvent que ça, mais on les rencontre bien évidemment, les parents. On rencontre donc beaucoup de professionnels, qui soient éducateurs, enseignants spécialisés, psychomotriciens, orthophonistes, assistantes sociales, psychologues, éducateurs techniques. Il y a beaucoup de monde qui s'occupe de ces enfants déficients, parce que c'est comme on va dire, c'est un lieu de soins, un lieu de vie et un lieu d'apprentissage. Donc il y a énormément de professionnels qui font ce métier autour de l'enfant, et mon rôle d'ailleurs à moi en tant que médecin, c'est justement de coordonner le projet de soins qui est pluridisciplinaire et voilà, et qui autour de l'enfant. Comment se fait cette coordination? Vous avez des rituels, des séances régulières où vous partagez vos points de vue? Voilà, c'est sous forme de réunion, c'est sous forme de réunions, d'écrits, d'animation de réunion, de synthèse, et cette réunion décrit le projet de l'enfant et c'est restitué aux parents. Voilà, avec des objectifs de soins, des objectifs pédagogiques, des objectifs éducatifs, qui est retransmis à l'enfant d'ailleurs et aux parents. Et on essaye d'avoir une direction pendant quelques mois, et on refait une réunion et on réévalue, et voilà, ainsi de suite. C'est facile d'arriver au consensus quand on a autant de disciplines autour de la table, j'imagine avec des points de vue très différents. Est-ce que le consensus est possible? Est-ce qu'il est facile à avoir? Non, le consensus n'est pas toujours possible, surtout dans des situations de crise ou d'urgence, où ça nous arrive, parce que les formations sont très très différentes, et j'ai l'impression par moment que, c'est-à-dire, on parle des langues étrangères, et des fois on se comprend pas, on communique mal, même si on dit le même mot, et donc il y a des fois, non, on peut ne pas s'entendre, et il y a des fois il faut prendre des décisions, notamment par exemple quand il y a un enfant qui est en danger, quand on doit faire des signalements à la justice, quand on doit placer l'enfant en urgence. Il y a des pensées ou des craintes ou des peurs qui viennent de l'éducatif, de l'histoire personnelle aussi du professionnel, qui font qu'il y a des fois il y a des réticences où on n'est pas d'accord. Bon, après c'est une question de responsabilité, et puis on peut ne pas toujours être d'accord. Pour moi c'est pas un souci d'ailleurs. Et c'est vous en tant que psychiatre qui avez le dernier mot? Comment ça se passe? Alors moi et le directeur de l'institution, qui est le responsable administratif. Après, moi, pour prendre des décisions de ce type, qui sont des décisions difficiles quand on a des signalements à faire. J'imagine, ouais. Moi, quand on a un signalement, il y a de la loi qui nous permet d'être très clair par rapport à ça et savoir quand est-ce qu'on doit signaler. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme et il faut se placer du côté de l'enfant. Et pas du côté des parents, même si les parents peuvent être des parents aimants et maltraitants, ça peut le faire. Aimants et pas protecteurs, on a souvent des cas, c'est complexe, c'est jamais manichéen. Ce qu'il faut, c'est se placer du côté de l'enfant et ne plus se poser de questions après. Et dans ces cas-là, le signalement est spontané et objectivable aussi par des faits qui doivent être des faits qui s'inscrivent dans une démarche judiciaire, qui ne sont pas des faits subjectifs. C'est ce qui est très compliqué à établir dans une demande de signalement d'ailleurs. On va revenir sur vos études, j'imagine, et comment vous avez appris à faire tout ça, mais pour revenir à ce travail de collaboration, de coordination, etc., est-ce que c'est des choses que vous avez appris à la fac? Non, pas du tout. Absolument pas. J'ai appris ça sur le terrain, uniquement sur le terrain. Il se trouve que j'ai toujours aimé partager dans ma vie privée ou dans ma vie sociale et dans ma vie professionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler en équipe et non pas en libéral où on est seul dans son cabinet. Parce que moi j'aime partager, j'aime coordonner, j'aime échanger. Donc même si, alors c'est quelquefois beaucoup plus fatigant. J'imagine, justement, on n'est pas toujours d'accord. C'est difficile par moments de traîner, de vouloir faire un projet, d'avoir des réticences et d'avoir du mal à le concrétiser. Mais moi, je préfère ça à un mode de travail plus isolé, plus seul, plus indépendant, certes. Mais moi, j'aime les expériences humaines. J'aime les relations humaines, donc j'ai toujours travaillé en équipe. Mais je l'ai pas appris à la fac du tout. Qu'est-ce qui vous a amené à la psychiatrie? Alors ça n'a pas été un trajet direct parce que moi j'ai fait mes études de médecine avec l'idée de la relation d'aide qui me tenait vraiment à cœur et je voulais être médecin somaticien. Et j'ai commencé mes études, j'ai mes études de spécialité parce que j'étais passé le concours de l'internat de spécialité et j'ai fait de la médecine somatique.
J'ai fait de l'endocrino, j'ai fait de la gastro, voilà, j'étais vraiment branchée sur la médecine somatique et il s'est trouvé que je suis tombée malade en fin de compte, assez gravement. Et du jour au lendemain, je suis passée du côté de la barrière, je me suis retrouvée hospitalisée, je me suis retrouvée avec un diagnostic, avec voilà, des choses assez graves. Et je me suis rendu compte que je voyais en fin de compte que mes études m'avaient poussé à voir les personnes humaines par un petit bout de lorgnette, de manière très focale et pas du tout de manière globale. Et que la spécialité nous amenait à ça. Et ça m'a pas plu. En plus, je savais pas dans quelles conditions j'allais continuer à vivre et comment, parce que voilà, c'est une réalité. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un droit au remords, c'est-à-dire que j'ai demandé au doyen de faculté d'arrêter ma spécialité médicale et de changer de spécialité, ce qui a allongé ma durée d'études d'ailleurs. Et j'ai fait de la psychiatrie parce que c'était pour moi la seule spécialité qui me permettait de voir la personne dans sa globalité, vu que j'étais pas médecin généraliste. En faisant la psychiatrie adulte, je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas, dans le sens où on soigne peu la maladie mentale. Enfin, on la soigne, mais c'est pas très satisfaisant, quoi. Et puis c'est très très dur. Et en fin de compte, je me suis orientée vers la pédopsychiatrie parce qu'il y a quelque chose qui est plus malléable chez l'enfant. Et puis que ça répondait aussi à mon histoire personnelle. Je m'en suis vite rendu compte. Et au besoin de soigner l'enfant, quoi, et d'écouter la parole de l'enfant. Donc voilà, mon parcours il a été long. J'ai fait d'autres spécialités dans la pédopsychiatrie, la spécialité de la psychiatrie de l'adolescent, la périnatalité. Bon, j'ai fait beaucoup de formations autour de ça, et je me suis formée sur le terrain. Et durant vos stages d'internat, donc vous avez fait une fois que vous avez décidé de devenir psychiatre, vous avez eu l'occasion, j'imagine, de voir différents services, c'est ça? Complètement, ouais. J'étais à Paris, donc j'avais la chance de pouvoir changer tous les 6 mois de secteur, d'hôpital, de mode d'approche, parce qu'il y a plein de modes d'approche différents dans le domaine de la psychiatrie, même si maintenant ça devient assez homogène avec l'influence nord-américaine, mais moins dans la pédopsychiatrie, surtout qu'il y a une histoire de la pédopsychiatrie en France, avec des grands noms de la pédopsychiatrie française, qui encore résiste assez à l'influence anglo-saxonne. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir un parcours très diversifié et de me permettre de voir des choses très très différentes. Et c'était très riche. Moi j'ai adoré mes études de médecine. J'ai adoré. Même si c'était dur aussi dans le sens où on apprend sur le tas, quoi. Il y a la théorie et la pratique, c'est 2 mondes différents, quoi. On n'apprend pas l'empathie, par exemple. Ça ne s'apprend pas, surtout à notre époque. On n'apprend pas ces choses-là. On n'apprend pas l'écoute. Est-ce qu'on en parlait au moins? Vous parliez d'époque. Est-ce qu'on disait le mot empathie au moins? Écoute, non, à l'époque on en parlait très peu. Maintenant je sais qu'il y a des conférences sur l'empathie aux étudiants de médecine, mais ça n'existait pas j'ai 53 ans, donc il y a longtemps, quoi. Il y a 30 ans ça n'existait pas en tant que tel. Non, il faut être curieux, il faut se renseigner, il faut lire, il faut aller faire des formations complémentaires, il faut se soigner soi pour pouvoir soigner les autres. Il faut bien se connaître soi. Quand je parlais d'analyse des sentiments, des émotions qu'on doit ressentir quand on voit quelqu'un, que ce soit en psychiatrie de l'enfant ou en psychiatrie de l'adulte d'ailleurs, c'est quand même une connaissance de soi. C'est que si tout d'un coup quelqu'un rentre dans une pièce et on sent un malaise, c'est un bon sentiment. Et ce malaise est souvent secondaire à une pathologie mentale, parce que on va dire que les propos, les affects ne sont pas adaptés à la situation. C'est ça ce qui rend le malaise. Tout ça, c'est des signaux très très forts, et même le danger, quoi. C'est tout simplement, si on a une situation de danger en psychiatrie adulte, il y a souvent des situations de danger quand on est à l'hôpital. C'est aussi un bon sentiment et il faut se faire confiance. Si on se sent en danger, c'est qu'il y a un danger. Donc c'est des choses qu'on doit bien se connaître soi pour pouvoir être à l'écoute des autres. C'est indispensable. Enfin, à mes yeux, c'est indispensable. Et ça, vous l'avez appris avec l'expérience? Avec l'expérience, et puis le soin qu'on se prodigue. C'est-à-dire que oui, faut faire des psychothérapies. Moi, comme je suis curieuse, j'ai eu besoin d'expérimenter différents soins pour pouvoir après les proposer aux autres, pour savoir qu'est-ce que ça me fait à moi, pour pouvoir dire, tiens, peut-être vous, ça vous irait bien. Il y a tellement de palettes de soins et de psychothérapie diverses en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et même en étant adulte, que c'est des outils. Et en fin de compte, toute personne ne peut pas savoir utiliser tous les outils. Il y a des fois, il y a des personnes qui trouvent que la psychanalyse c'est très bien, d'autres qui pensent d'autres qui sont plus à l'aise avec le comportementaliste, ou la relaxation, bref. C'est tellement riche qu'il faut savoir de quoi ça cause et pas être dogmatique pour pouvoir proposer, justement, adapter le soin à la personne.
Est-ce que votre pratique, vous, a beaucoup évolué du coup depuis que vous pratiquez? Oui, et elle évolue toujours. Oui, elle a beaucoup évolué. Elle évolue toujours parce que j'ai beaucoup aussi changé de poste. Oui. Et donc, comme je suis salariée, aussi, on m'a demandé aussi de faire des choses que je ne savais pas faire, donc j'ai dû apprendre. Et par exemple, là, je soigne des enfants autistes. J'ai créé une section autisme dans l'établissement. Des choses que je connaissais, mais je m'étais pas approfondie. Donc vraiment, je me suis formée et j'ai beaucoup appris. Et voilà, la pratique change, le regard change. Mais c'est ça qui est passionnant d'ailleurs. C'est ça qui est passionnant. Vous avez sans doute un petit peu répondu à la question que je vais vous poser maintenant. D'une manière générale et à votre avis à vous, quelles compétences sont nécessaires pour être un bon psychiatre? Moi, je dis une bonne nature humaine, une curiosité de l'autre. Alors, une empathie, une envie de rencontrer l'autre, parce que de la tolérance, parce qu'on soigne des gens qui sont souvent fermés dans leur maladie. Et il faut beaucoup de patience et beaucoup de tolérance et beaucoup d'attention pour soigner, d'en faire un métier, d'en faire une partie de sa vie, quoi. Faut aimer les autres, hein, parce que sinon c'est pas possible. Je vais vous poser maintenant l'inévitable question que l'on pose à tous nos invités. Est-ce que vous pourriez me parler du premier de vos succès professionnels qui vous vient à l'esprit? Et par succès, on est très très vaste, hein. C'est-à-dire ça peut être quelque chose de très visible, comme quelque chose de beaucoup plus personnel que vous avez vous vécu comme un succès. J'ai pas de souvenir de premier succès. C'est vrai, j'ai pas de souvenir parce qu'il n'y a pas eu, en matière de psychiatrie, les choses sont très rarement objectivables, à part une dépression qui guérit. Mais c'est pas comme une belle opération ou une résolution d'une tumeur, des choses comme ça. C'est très subjectif. Moi, le succès, surtout dans les gens que je rencontre, qui sont des gens défavorisés, qu'on ne regarde pas dans la société, hein, parce que ce soit des mères séropositives ou des enfants maltraités, c'est pas ceux qu'on voit en premier dans une société. Moi, mon succès, c'est justement leur regard quand j'ai l'impression qu'ils ont compris que je les comprenais. C'est ça mon succès. Ça peut arriver tôt dans le soin ou très tard ou... Ça peut arriver très tôt. J'ai à un moment donné pratiqué mon métier aux urgences, où là on fait que des consultations d'urgence, on fait très très peu de suivi, et c'est des consultations très intenses. Et là, le regard peut être immédiat. Moi, j'ai le souvenir d'un adolescent autiste qui avait fait une tentative de suicide, et j'ai compris qu'il était autiste. Un jour à 6h du soir, et je lui ai dit. Et il m'a regardé en disant enfin quelqu'un qui me comprend. Enfin, c'était comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, et je pense que ça lui a permis en tout cas de se décaler de ses idées suicidaires. Bon, c'était le début du soin et le début de quelque chose pour lui, mais voilà, ça a été très très bref, mais ça c'est une forme de succès entre guillemets. C'est une forme de récompense aussi pour moi. Bien sûr. Ouais. Dans ce contexte-là, de cette histoire que vous racontez avec cet adolescent, comment vous avez fait pour obtenir ce regard-là, cette compréhension-là? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez mis en avant? J'ai pas cherché à ça. Disons que c'est de la clinique. Au bout d'un moment, j'ai compris son comportement, j'ai vu comment il fonctionnait, je lui ai posé des questions sur son fonctionnement pour être sûr de mon diagnostic, qui était un diagnostic assez rapide, parce que l'autisme, on ne le fait pas comme ça en 5 minutes, mais voilà, parce que j'ai tout de suite compris des choses. Les autistes ne comprennent pas l'implicite, et ils ne comprenaient pas l'implicite. C'est ça qui m'a orienté sur ce diagnostic, parce qu'il était un adolescent intelligent qui avait appris les codes sociaux, mais il ne les comprenait pas. Et il s'en saisissait pas. Et en posant quelques questions, où là, il m'a dit oui. Par exemple, je lui ai posé les questions, je lui ai dit, voilà, quand tu es avec des copains au collège et qui font des blagues, est-ce que tu comprends les blagues? C'est de l'ordre de l'implicite, la blague, l'humour. Et il m'a dit non, je comprends jamais rien, mais je ris parce que je vois que les autres rient. Alors je me dis, il faut rire. Et je lui dis, ben voilà, tu vois, ça fait partie de l'autisme. Votre fonctionnement fait que vous ne pouvez pas comprendre l'implicite. Et j'ai donné des exemples. Et là, il m'a regardé en disant, oh, enfin quelqu'un qui me comprend. Voilà. Vous avez parlé vous parlez de compétences depuis qu'on a commencé cette conversation. Vous avez parlé de tolérance, d'écoute, d'empathie. Ces compétences-là dont vous avez parlé, comment les avez-vous acquises, vous? Alors très honnêtement, je pense que je suis d'une nature généreuse, donc ça c'est pas acquis. La tolérance, par contre, je suis pas quelqu'un de tolérant, je suis quelqu'un d'impatient, et ça, c'est un gros travail sur moi-même, parce que
y a des gens qu'on n'a pas envie, comme dans la vie, il y a des gens qu'on n'a pas envie d'approcher. Moi, par exemple, j'avais un gros problème avec l'addiction. J'avais beaucoup de mal à supporter les personnes alcooliques. Et j'ai dans mon cursus, j'ai dû aussi par moments soigner des personnes alcooliques. C'était très difficile. Il fallait que je fasse un gros travail sur moi parce que je les comprenais pas et j'étais très intolérante. Donc ça se travaille. C'est une remise en question. C'est voilà quoi. C'est possible. Et comment vous le travaillez, ça, justement? C'est en psychanalyse? C'est avec d'autres c'est pas forcément en psychanalyse, mais oui, c'est un travail d'introspection, de savoir pourquoi on supporte pas l'intolérance, pourquoi on supporte pas, par exemple, l'alcoolisme, l'addiction, la relation de dépendance. Qu'est-ce que ça nous ferait à nous aussi, cette relation de dépendance, et pourquoi on la supporte pas? Et une fois qu'on a un peu compris, on fait la part des choses entre ce qui nous appartient et ce qui appartient au patient. Et après, on essaye de se focaliser ce qui appartient au patient en se dégageant de tous les émotions, les idées parasites qui empêchent d'être dans la relation d'aide, quoi. Mais ça, c'est un travail de tous les instants. De toute façon, soigner l'âme humaine, c'est un travail de tous les instants. Il faut sans arrêt, faire le ménage dans sa tête et dans ses émotions. C'est devenu une habitude, après, c'est un fonctionnement. Et c'est un travail que vous faites seul ou vous vous faites aider? J'ai pu me faire aider. Parce qu'il y a des événements de vie qui font qu'il y a des fois on est aussi nous aussi absorbés par des émotions et des choses parasites. Donc on se fait aider. Moi j'ai pas du tout l'habitude de pas me faire aider. Ça me pose aucun problème. Et puis par moments c'est seul. Et c'est aussi un travail aussi d'équipe. C'est-à-dire que dans des réunions, quand on parle des enfants, on peut aussi parler de ce que ça nous fait, des difficultés qu'on a par rencontrer un parent ou un enfant qui nous est désagréable, qui on a du mal à aider. Et en parlant entre nous, on arrive à se décaler justement de ce problème. Donc voilà, ça se fait de plusieurs façons. Vous parliez de cas très très lourds. Comment vous arrivez à retrouver de l'énergie, à évacuer tout ça Moi donc j'ai travaillé avec des cas très très lourds, soit des cas lourds comme le suicide, ou alors la maltraitance grave. J'ai eu beaucoup de maltraitance extrêmement grave dans ma carrière, des choses qu'on peut pas imaginer encore. Des enfants qui dorment pas sur un lit, par exemple, qui dorment par terre, qui sont attachés, qui mangent de la nourriture pour chiens. Moi ça je l'ai vu. Waouh. Alors c'est très curieux parce que on a une espèce de clivage, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. On est dans le métier, on en parle entre nous, on est entre nous, et après quand on quitte notre métier, on n'en parle pas à l'extérieur. C'est des choses qui sont pas dissibles. Donc alors moi j'ai trouvé plusieurs façons de pouvoir évacuer ça. Alors, quand c'est vraiment très très lourd, ça nous est déjà arrivé de faire des supervisions, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient pour parler, pour écouter l'équipe dans une difficulté particulière. Donc ça arrive, et on peut en faire la demande, et c'est très bien. Et sinon, dans le quotidien, déjà il faut aimer rire. Moi j'ai beaucoup d'humour, mais c'est comme aussi, parce que quand j'étais étudiante, j'avais fait de la chirurgie, et en matière de chirurgie, moi je sais qu'on riait beaucoup. Donc il faut aimer rire, il faut aimer la vie. Moi, je pratique des loisirs qui aussi me remplissent, et ça fait partie aussi de mon sas de décompression. C'est le sport et la musique. C'est des façons aussi de pouvoir... Alors, le seul souci que j'ai, c'est que je n'arrive pas à aller au cinéma voir des films qui sont trop réalistes, qui parlent justement de la maladie mentale ou de la violence ou de la précarité sociale. Ça, c'est pas possible pour moi parce que je le vis dans mon quotidien. Je ne peux pas aller dans une situation de loisir où je vois ça. Ça, c'est pas... Alors, ça, j'y vais pas. Ouais, voilà, ça, c'est pas possible pour moi. Okay. Voilà. Il suffit de le savoir. Voilà. Quand on vous invite au cinéma, on choisit un autre film. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre carrière? Oui, j'aurais aimé apprendre justement peut-être avoir une formation davantage sur la coordination d'équipe, le management, quoi, au sens... alors, je l'ai fait, mais vraiment d'instinct. Il se trouve que j'avais un conjoint qui était dirigeant d'entreprise, donc on en parlait aussi. Il se trouve que j'ai eu un bon instinct et ça s'est bien fait. Mais j'aurais aimé avoir quelques outils parce que quand on dirige une structure, quand on dirige une équipe, il y a des fois il faut apprendre des choses nécessaires, simples, pour que la communication soit plus facile, pour qu'on arrive davantage à être opérationnel. En psychiatrie, par exemple, on parle beaucoup. C'est une caricature, mais c'est vrai. Et on fait des réunions très très longues. C'est pas souvent nécessaire. Malheureusement, la tradition française fait que ça perdure. Moi, j'en suis désolée, parce que des fois, je trouve qu'on pourrait faire plus vite, moins nombreux, et ça serait aussi bien, mais aussi efficace. Mais les gens ont l'impression qu'on les écoute pas. Mais je crois que c'est un leurre. Ça, voilà, j'aimerais bien
qu'on puisse être un petit peu mieux accompagné, voyez. Mais c'est pas partie des études de médecine, ça. Oui, j'imagine. Alors c'est la question de délire de l'exercice, mais comment voyez-vous le futur de votre métier dans les 10 ans, 20 ou 30 ans? Et la question d'après, c'est est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des robots psychiatres un jour? Alors mon métier est vraiment en pleine explosion. D'abord parce qu'on n'est pas du tout assez nombreux en France. Donc là, le numerus clausus va être écarté, donc peut-être qu'il y aura plein de petits pédopsychiatres qui vont naître, ça va être bien. Ensuite, vu aussi ce qui se passe dans notre société avec tous les remaniements de la famille, il y a matière à être là, à observer, à se rendre compte que tout est possible et que les choses peuvent bien se passer. Et puis il y a des choses qui aussi peuvent être plus difficiles. Donc je suis pas du tout inquiète sur mon métier. On en a besoin et ça, voilà. Après, par rapport aux robots, après faire un diagnostic, il y a des échelles de diagnostic déjà sur des maladies assez précises. Donc ça, il n'y a pas de souci. On peut faire des diagnostics sur des questionnaires. Donc ça, pourquoi c'est pas un problème. Mais c'est pas du soin, c'est du diagnostic. C'est déjà pas mal, hein. Oui, bien sûr. Mais la ration d'aide humaine, non, elle peut pas être numérisée. Ça, c'est pas possible. Parce que l'empathie, par exemple, n'est pas numérisable. C'est pas possible. J'imagine que vous rencontrez des jeunes gens qui veulent devenir psychiatres. Ça doit vous arriver assez souvent. Ouais. Est-ce qu'il y a des conseils que vous leur donnez? Alors, j'en ai formé pas mal quand j'étais à l'hôpital. Je sais pas si c'était le conseil, c'était de bien s'écouter, justement. Ce que je racontais sur savoir analyser ses émotions. C'est-à-dire... et être dans une juste position d'écoute et d'aide. C'est-à-dire pas être dans le savoir à tout prix, moi je sais, et voilà. Pas être dans une position anti-dogmatique, être dans une position humble et curieux, de la curiosité, et puis l'humilité, de la curiosité, et apprendre toujours, et apprendre par les autres. Parce que moi j'ai fait des expériences très très riches de parents qui m'ont raconté des choses de leur expérience de vie avec leur enfant malade, qui m'ont beaucoup apporté, même d'un point de vue privé, quoi. Donc moi il faut savoir recevoir aussi. On donne beaucoup, mais il faut savoir recevoir. En fin de compte, c'est un métier terriblement humain, la psychiatrie et le psychiatre pour moi. Donc aimer la vie, c'est aimer les autres, et c'est possible. Alors, on a beaucoup parlé de compétences comportementales ou soft skills, même si on n'aime pas trop le terme. Quelle serait votre définition de ce terme-là, on va dire de compétences comportementales ou transversales? C'est-à-dire que les compétences transversales, c'est aussi ce qui fait la personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un psychiatre, il y a des psychiatres. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et même si on peut faire le même diagnostic, parce qu'on se met d'accord sur une échelle d'évaluation, sur la clinique, voilà, ça a été décrit, ça a été... Donc si on a appris, voilà, c'est... après, le reste, c'est justement que des compétences transversales pour moi. Sauf si on est dans une position très dogmatique en disant il n'y a qu'un seul outil, c'est celui-là, il est très objectivable, et puis voilà. Mais ça ne marche pas parce que la nature humaine n'est pas faite ainsi. Elle est complexe et elle est bourrée de compétences transversales. Donc pour moi, ça fait partie de la nature du psychiatre. Voilà, je ne sais pas le dire autrement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours professionnel? D'avoir toujours envie. Parce que comme je fais un métier très difficile dans le sens où on voit une face cachée de la société, comme quand on est aux urgences. On voit des choses qui ne sont pas dites, on voit de la misère, on voit beaucoup de souffrance. Par moments on s'enlace parce que ça marche pas toujours. On n'est pas efficace parce qu'on peut pas non plus, on n'est pas seul. Il y a d'autres, on n'est pas seul à vouloir faire les choses. Il y a des situations de placement qui ne fonctionnent pas. Il y a des adolescents qui se suicident, il y a des anorexiques qui meurent. Enfin, c'est une réalité. Et ça, il faut avoir toujours envie de soigner. Et j'espère que je vais avoir envie longtemps. Et puis quand j'en aurai plus envie, il faudra que je change de métier. Un immense merci, Cécile, d'avoir pris le temps de me répondre. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX.
Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.